Je vous présente une petite vidéo qui va concerner donc la conservation de la quantité de mouvement. Puisque une vidéo a déjà été consacrée à la quantité de mouvement, mais cette fois-ci c'est la conservation de la quantité de mouvement. Voilà, alors une notion très importante utilisée par les savants atomistes, par voilà, ceux qui voulaient faire voilà, des calculs de propulsion, enfin ceux qui s'intéressent à la propulsion, hein, propulsion à gaz, propulsion à ce que vous voulez. Voilà, par exemple, je pense à une fusée qui va monter voilà, dans le ciel avec une certaine propulsion, ben, elle nécessite, je veux dire, bon, les équations de la conservation voilà, de la quantité de mouvement. Voilà, la conservation de la quantité de mouvement. Bon, ici, c'est vrai qu'il y a une petite erreur. Et rappelez-vous que la quantité de mouvement est intrinsèquement liée à l'impulsion de force. L'impulsion de force. Alors, pour étudier la conservation de mouvement, ben, on peut le faire de différentes manières, en voyant par exemple par la... Ici, on est en pleine dynamique, hein, je le dis tout de suite, donc on est en mécanique, ou en physique si vous voulez, bon, mécanique ou physique, bon, de toute façon la mécanique est une branche en physique. On est en plein dans la mécanique, parce que je préfère le placer dans le monde de la mécanique. On est en plein dans le monde de la mécanique qui concerne la dynamique. Hein. Voilà, on est en dynamique, c'est-à-dire dans les mouvements. Les mouvements, vous voyez qu'il y a le terme mouvement, quantité de mouvement. Il y a quantité de mouvement. Donc en fait, qui dit quantité de mouvement, on est en plein dans la dynamique et qu'il existe plusieurs manières d'aborder voilà, les quantités de mouvement, notamment par les matrices, les différentiels et ce qu'on appelle bon, les potentiels au travers des divergences, des gradients, etc. etc. Bon, et les Lagrangiens, donc ce qui veut dire qu'il existe une mathématique appropriée qui permet voilà, de faire l'étude de la quantité de mouvement au travers de Lagrangien. C'est ce qu'on appelle un système dynamique Lagrangien. Alors qu'ici, moi, je suis dans un système dynamique tout court. Il n'y a pas de Lagrangien, il n'y a pas de matrice avec des dérivés partiels qui s'introduisent. Et c'est des matrices spécifiques de Lagrangien. Voilà. Bon, mais donc ce qui veut dire ici, je peux avoir sous forme de voilà de système dynamique Lagrangien. Mais avec les Lagrangiens, comme dans mon cas de figure qui va être exploité ici, développé ici, bon, on démontre les conservations de quantité de mouvement, que ce soit pour les Lagrangiens ou ici, dans un système dynamique tout court, ou dans un système dynamique Lagrangien, que ce soit l'un ou l'autre, ben, les démonstrations amènent de toute façon vers la loi de conservation. Alors, les lois de conservative, on en retrouve pas mal en sciences, notamment bon, en thermodynamique. On a la conservation de la matière en chimie, conservation de la matière en chimie, la loi de Lavoisier, conservation comment est-ce qu'on appelle ça, de l'énergie, conservation de l'énergie en thermodynamique, notamment avec le premier principe, la thermodynamique, conservation. Donc rappelez-vous que dans le premier principe, les lois conservatives avaient trait à un cycle, bon bien sûr, dans mes conventions thermodynamiques, voilà, j'ai ceci égale 0. Ça veut dire que quand on a ça dans un cycle, ça veut dire on a un système initial puis un système final. Là, on revient à l'état des variables de départ. Donc, quand on a un cycle, c'est ça. On n'a pas un système ouvert, on a un système fermé. Le système est fermé. On a situation initiale, situation finale. Et quand on a ça, ben, on a voilà, une loi conservative qui est comme ceci et qui introduit ce qu'on appelle des DTE, des différentiels total exacts. Et donc, si vous étudiez, par exemple, ce qu'on appelle, comment on appelle ça, les systèmes dynamiques lagrangiens, à ce moment-là, d'office, vous allez avoir des différentiels total exacts, et donc, parce qu'on a une loi de conservatif. Bon, au travers, voilà, on pourra le voir au travers de différentiels. Hein. La différentielle est égale à une différentielle partielle est égale à une différentielle totale. En d'autres termes, il existe, voilà, on a ceci, il existe une fonction f pour laquelle la différentielle partielle est égale à voilà, une différentielle de f. Et si la fonction f existe, on dira qu'on a affaire à une DTE.
différentiel total exact, et f est une fonction d'état. F est une fonction d'état, et alors après on pourra parler de potentiel, tout ce que vous voulez, au travers, bon, on peut incriminer, voilà, des Laplaciens, des gradients, enfin je m'excuse, comment on appelle ça, des gradients de potentiel. On pourra parler de gradient de potentiel, on pourra parler de rotationnel, on pourra parler de, voilà, de divergence, voilà, de nabla. Pourquoi? Parce qu'en fait, la conservation de quantité de mouvement, la quantité de mouvement étant, voilà, un vecteur, et comme on joue avec des vecteurs, et comme les vecteurs de gradient, qui est un scalaire, hein, je crois, voilà, et comment dire, je sais plus ce que j'allais dire. Euh, oui, ce que je voulais dire ici, c'est que tout simplement les rotationnels, les gradients et tout ce qui s'ensuit, en fait, ce sont des vecteurs. Hein. Ce sont des dérivées partielles de vecteurs. Et ici, quantité de mouvement, vous allez voir qu'on a un vecteur, mais aussi on a une différentielle. Hein. Donc c'est pour ça qu'on a introduit ces fameuses notions de comment ce qu'on appelle ça, de gradient, notamment quand on parle de potentiel, hein, gradient, divergence, rotationnel, etc., etc. Voilà. Et là, après, à ce moment-là, on peut discuter du potentiel, voilà, le potentiel, et voilà, des lois conservatives. Voilà, où quand on a une loi conservative, on dit que ça ne dépend que de l'état, quand on a une DTE, ça ne dépend que de l'état initial et de l'état final. Chose qui va y avoir lieu ici dans la conservation de la quantité de mouvement. Voilà. Mais ici, la démonstration ne va pas se faire par l'entremise de Lagrangien. Voilà. Parce que je vais me situer en tant que quantité de mouvement et non pas en tant que, bon, parce qu'il existe des autres terminologies telles que moment linéaire. Linéaire dans le sens où il existe, bon, voilà, le moment linéaire, le moment angulaire, voilà, et que là, bon, on a des transformations linéaires, dans le système linéaire de Lagrange. Voilà, on a des systèmes linéaires. Alors, pour ça, on va faire la démonstration qu'on a bien une loi conservative sans parler de DTE, sans parler de cycle fermé, sans parler de potentiel, et sans faire intervenir le système Lagrangien. Eh bien, comment peut-on justement arriver à nos fins pour voir cette loi conservative? Mais c'est de partir de la définition de la quantité de mouvement. Bon, donc il nous faut une base, c'est un système. Tout d'abord, il nous faut un système. Quel est notre système? Voilà, quel est notre système? Bien sûr, il y a le système et le milieu extérieur. Hein. Bon, un système peut être, bon, un point matériel. Un point matériel. Bon, ça peut être un point matériel, ça peut être une corpuscule, ou ça peut être un corps solide. Hein. Ça peut être un grand corps solide. Voilà que je considère comme un point matériel. Je fais une équivalence entre le corps solide qui va se réduire à un point matériel d'étude. Un point matériel. Voilà. Et alors, toute la masse du corps solide est concentrée au travers d'un point matériel. Voilà. Ça, c'est l'étude, par exemple, d'un cas de figure d'un point matériel. Bon, maintenant, ce qu'on peut étudier aussi, on peut étudier un système de points matériels. Un système de points matériels au travers d'un solide. Bon, là, c'est un système renfermé et c'est en même temps un solide. Là, j'ai un solide. Voilà, un solide. Là, je peux étudier les points matériels du solide. Pourquoi? Parce qu'on peut avoir, voilà, on peut avoir on peut avoir des vitesses qui sont différentes d'un point à l'autre du solide. Voilà, et si on veut étudier un corps solide pour lequel on a des formations, on a des vitesses différentes en différents points, ben, on peut utiliser voilà, un système de points matériels. Alors, la différence entre un système de points matériels et un point matériel, c'est que, bon, un point matériel, on n'a qu'un seul. En fait, c'est un cas particulier d'un système voilà, de points matériels. Un système de points matériels est constitué de n points matériels, alors qu'un point matériel ici, ben, c'est qu'un point matériel, on n'a qu'un seul point. Donc c'est un cas particulier, voilà, d'un ensemble. Bon, qu'est-ce que c'est qu'un ensemble? Un ensemble est dit non vide dès le moment où il a un élément. Donc quand il a un seul élément, bon, voilà, il est non vide. Qu'il ait un élément ou deux éléments. Donc si la loi s'applique pour un élément, ben, on peut restreindre la loi à un seul élément, bon, qui sera voilà, l'étude d'un point matériel. Alors, bon, les lois sont légèrement différentes.
Parce que quand on a voilà, plusieurs points matériels, ben on introduit ce qu'on appelle un point fictif, et là à ce moment-là on va mettre le vecteur vitesse au niveau de ce point fictif, et on va mettre le vecteur quantité de mouvement euh, sur ce même point fictif. Voilà. Donc on y placera, si vous voulez, le vecteur P, vecteur quantité de mouvement, P, qui est égal à, bien sûr, M fois V. M fois V. Alors, bien sûr, ce sont des notions vectorielles, en tout cas P et V, du moins, parce que la masse étant un scalaire, hein, justement, on crée avec la masse un vecteur pour lequel le P est proportionnel à la vitesse. Voilà, alors là, on introduit le vecteur V, voilà, le vecteur V, bon, départ d'un point qui est un point fictif, qui est le centre de masse. Voilà, c'est le centre de masse, ou le centre de gravité, ou le centre d'inertie. Voilà, donc en fait, on peut, dans un système comme celui-ci, bon, se dire que on a le P-système est adossé, je veux dire, a comme point d'application, je veux dire, le centre de gravité, le centre de masse du système. Donc P-système est lié au centre de gravité qui est un point fictif où à ce centre de gravité est représentée toute la masse. Donc on a P-système fois la masse totale, bon, qui est bien sûr au centre de gravité. Hein, on a la masse totale fois la vitesse voilà, du centre de gravité. Voilà, du centre de gravité, G, voilà, on adosse bien la vecteur vitesse sur le point fictif qui est le centre de gravité, où ce point représente un point fictif pour lequel toute la masse est concentrée. Et on peut faire des calculs pour déterminer il existe toutes des formules, voilà, notamment les théorèmes de Guldin qui permettent de trouver donc le point d'application où vont s'opérer, enfin, ou plutôt du moins va se situer le vecteur vitesse et le vecteur quantité de mouvement. Je rappelle que le vecteur vitesse et quantité de mouvement sont presque les mêmes parce qu'ils sont juste proportionnels l'un de l'autre, et là, le coefficient de proportionnalité étant tout simplement voilà, la masse du corps. La masse du corps. Bon, donc ça veut dire, je veux dire par là qu'on peut étudier un système qui peut être uniquement un point matériel, ou un corps solide assimilé à un point matériel, ou tout simplement un corps solide pour lequel on a n points matériels. N points matériels. Un système avec n points matériels. Bon, maintenant, ce n'est pas propre au solide ou liquide, hein, tout ça. Bon, je m'excuse, ce n'est pas uniquement propre au solide, hein, parce qu'on peut étudier bon, les fluides. Quand j'entends fluide, ben, on peut étudier les gaz. Alors, dans un gaz, qu'est-ce qu'on peut dire? Bon, on peut faire des hypothèses. Bon, les points matériels, par exemple, sont suffisamment éloignés les uns des autres. Voilà, il y a une distance intermoléculaire éloignée. Bon, on fait des hypothèses. Vous allez voir que quand je ferai l'étude des gaz, ben, on étudiera une partie des particules. On fera une loi sur une partie des particules et on dira que la loi est valable pour toutes les particules. Donc là, on va descendre au niveau de la molécule pour l'étude des gaz, pour créer son système. Et bien sûr, on fera des hypothèses, d'innombrables hypothèses. Vous allez voir, pour simplifier et avoir la meilleure équation qui va ressortir de la réalité, bien qu'on ait émis plusieurs hypothèses. Voilà. Et alors, ce que je veux dire, c'est que pour le gaz, bien voilà, on a tous des points matériels qui sont les corpuscules, hein, qui sont les molécules du gaz, hein, l'interaction des molécules du gaz. Voilà. Et donc on peut étudier, je veux dire, les particules d'un gaz au travers d'un système où on a toutes des petites particules qu'on va décortiquer, bon, et qui vont interagir entre elles bien sûr, et qui vont interagir aussi une enceinte avec la paroi de l'enceinte. Donc vous allez voir qu'il va y avoir des vitesses qui vont apparaître quand on aura des collisions entre particules, parce que bon, dans un gaz, les molécules sont libres de tout mouvement, et donc ont des vitesses, et quand ils font des collisions, ben, je vous prie de me croire que la vitesse est, voilà, on a une nouvelle vitesse.
Et quand elles font des collisions entre elles, mais elles peuvent avoir des collisions avec la paroi. Et donc l'étude des gaz, bon, se fera au travers d'un système pour lequel on va descendre au niveau microscopique pour établir des lois, bien sûr, au niveau macroscopique. On va aller faire l'étude au niveau du micro pour retomber sur un point de vue macroscopique. Bon, et les grandeurs macroscopiques, bien sûr, c'est voilà, la pression, voilà, la température, le volume, voilà, et des constantes qui sont propres, voilà, qui relient les variables. On a des constantes, hein, voilà, il y a des constantes qui relient les variables. Voilà, et vous remarquerez ici que j'ai mis des variables d'état, hein. PTV, PVT, ce sont des variables d'état. Hein. Voilà, donc voilà, parce qu'on a la conservation, voilà, on a un point de vue conservatif. Et vous allez voir que la conservation en physique, bon, c'est quelque chose qui apparaît dans d'innombrables domaines, notamment la thermodynamique, l'électricité. Et ici, vous voyez bien, pour la physique mécanique, il y a la loi de conservation de la quantité de mouvement. C'est une des lois de conservatives, alors qu'il y en a beaucoup de lois de conservatives, voilà, de la quantité de mouvement. Bon, alors pour un fluide qui est un gaz, ben voilà, on peut décortiquer au sein du microscopique pour étudier le gaz. Bon, on peut tout étudier, hein, voilà, au travers de sa quantité de mouvement, on peut tout étudier. On peut étudier, voilà, la variation du nombre de moles de gaz, on peut étudier la pression macro, mais en descendant bien sûr au niveau micro. Et bien sûr, dans un fluide qui est liquide, on peut aussi étudier un liquide. Hein. Bon, un liquide, bon, que ce soit un gaz ou un liquide, bon, les points matériels, on peut étudier en tant que point matériel, et voir un point matériel et l'étudier. Par exemple, si je prends le cas d'un liquide, ben, on aura bien sûr une interaction avec les... Maintenant, si je prends un liquide, hein, on aura une interaction avec des forces extérieures qui sera la pression. Voilà, interaction système force extérieure, c'est ce qu'on appelle, ou plutôt force extérieure les forces extérieures sur les systèmes seront la pression, et l'interaction du système sur les forces extérieures seront ce qu'on appelle des tensions. Voilà, on aura voilà, des tensions et des pressions. Alors, la pression, si on prend la pression, ben, voilà, on aura deux types de forces, les forces normales et les forces tangentielles. Voilà. Voilà, on aura des forces normales et des forces tangentielles. J'appelle forces tangentielles les forces qui vont venir contrecarrer, telles que la viscosité, hein, qui vont venir contrecarrer voilà, l'écoulement d'un fluide, par exemple. Voilà, ce sont des forces tangentielles. Voilà. Et les forces intérieures se décomposent donc, comme je vous ai dit, en forces intérieures normales, voilà, dues à la pression du fluide, et en forces intérieures tangentielles dues à la viscosité du fluide. Voilà. Donc vous voyez qu'on peut étudier ce qu'on veut, hein, le système au niveau matière, il peut être un liquide, un solide ou un gaz. Mais maintenant, si vous voulez étudier la quantité de mouvement, mais il faut que le corps soit en mouvement. Voilà. Donc on peut penser à un fluide en mouvement, pourquoi pas, ou étudier l'entropie d'un corps, l'entropie d'un corps gazeux, voilà, pour lequel on a toutes des molécules voilà, gazeuses à l'intérieur, et comment on pourrait établir une équation à partir de particules, etc., etc. Bon, on peut tout étudier, tout étudier, en faisant bien sûr intervenir la quantité de mouvement. Alors, la quantité de mouvement est une notion fort utilisée, a été une notion fort utilisée par les savants atomistes. Dans les savants atomistes, bon, je prends par exemple, si je prends l'effet, comment on appelle ça, l'effet photoélectrique, bien sûr, c'est un photon, bien, c'est vrai je crois que le photon a une masse nulle. Bon, c'est vrai que bon, il peut considéré aussi bien comme une onde, ou comme une corpuscule. Mais pourtant, sa masse, elle est nulle. C'est vrai que ça fait bizarre, mais c'est comme ça. Bon, enfin bref, elle existe, mais avec une masse nulle. Bon, pourquoi pas. Bon, ce que je voulais dire, c'est que quand on vient frapper une plaque métallique avec un photon, on a un dégagement d'électrons. Là, on a, voilà, on a
une collision. Et justement, la théorie des collisions ben, fait intervenir la quantité de mouvement. Quand ici je vous parlais du gaz qui va où les molécules vont interagir entre elles, elles vont venir faire des collisions, mais voilà, dû à une agitation, par exemple thermique, bon, on va augmenter les collisions, on va augmenter l'agitation thermique grâce à la température du gaz. Là, on va augmenter, si vous voulez, le chaos, on va augmenter la configuration, on va augmenter voilà, le chaos, et donc on va augmenter l'entropie. Voilà, en augmentant la température du gaz, enfin, on va ramener de la chaleur au gaz, donc sa température va augmenter, donc son entropie va augmenter. Qu'est-ce qui va se passer? C'est que, bon, bien sûr, il y aura de plus en plus de collisions, parce qu'il y a de plus en plus d'agitation thermique, et donc de plus en plus de collisions. Et donc, bon, vous voyez qu'on peut étudier les collisions au travers des quantités de mouvement. Dès le moment où vous avez la notion de collision, mais la notion de quantité de mouvement n'est pas loin. La notion de quantité de mouvement, voilà, si vous voulez voir étudier deux billes qui s'entrechoquent, deux voitures qui s'entrechoquent, ou deux molécules qui s'entrechoquent, ou encore, voilà, la théorie de choc, c'est la théorie principale provenant de voilà, des quantités de mouvement, bien sûr associée avec l'énergie cinétique, hein, parce que bon, l'énergie cinétique n'est pas loin. Quand vous dites P est égal à mv, oui, c'est vrai, P est égal à mv, c'est vrai, P est égal à mv, mais voilà, ça c'est la quantité de mouvement, voilà, mais pas loin est un demi mv carré, l'énergie cinétique. Parce que c'est un corps en mouvement. Qui dit corps en mouvement, elle a d'office une énergie cinétique. Alors, je vous rappelle que l'énergie cinétique, c'est un demi mv carré. Donc, on pourrait écrire que c'est aussi un demi PV. Un demi PV. L'énergie cinétique peut être un demi PV. Voilà. Ou P, la quantité de mouvement. Voilà. Alors, donc, je vais entrevoir cette loi conservative, donc à partir d'un système. Je vais définir le système, parler bon, de ce qu'il existe, comme c'est de la mécanique, quantité de mouvement, va faire intervenir la notion voilà, de vitesse et de masse. Voilà. Mais quelque part, la quantité de mouvement est liée à la force, voilà, aux forces. Les quantités de mouvement sont liées aux forces. Donc, il y a une liaison directe entre force et quantité de mouvement. Il y a une liaison directe entre force et quantité de mouvement. Et je vais vous la montrer où elle se situe. Et c'est à partir de là que je vais commencer voilà, de développer voilà, la conservation de la quantité de mouvement. Eh bien, il faut partir de la définition qui a été établie dans une des vidéos auparavant de voilà de l'impulsion de force. L'impulsion de force. Alors vous voyez qu'ici un vecteur, hein, voilà, l'impulsion de force, mais c'est égal justement à la variation de la quantité de mouvement entre voilà, voilà, au niveau des positions où se trouve la masse. Voilà, ça c'est l'impulsion de force. L'impulsion de force, en un court instant, hein, dans un délai compris entre T1 et T2, généralement c'est petit, hein, ce sont des impulsions, hein, qui dit impulsion, c'est pas, on ne met pas une force qui fait ça, hein. Bon, on fait une impulsion de force. Voilà, c'est un impact. Un impact. Voilà, par exemple, on va prendre un accident de voiture. Bon, l'accident de voiture ne dure pas 4 heures. Hein. Voilà, c'est un court. Bon, vous avez un choc, boum, boum, bon, le boum, bon, parfois, c'est vrai que la voiture continue. Bon, s'il s'agit d'un bloc de béton, vous pouvez me croire que la voiture est complètement écrasée. Hein. Bon, maintenant, les accidents, c'est vrai que c'est plusieurs entrechocs. Hein. La personne vient percuter un rail de sécurité pour aller percuter une deuxième voiture, pour aller, je veux dire, faire un tonneau sur la route et pour s'immobiliser en finalité. Voilà, quand elle n'a plus justement de quantité de mouvement, elle n'en a plus, à ce moment-là, elle s'immobilise.
Mais généralement, c'est vrai que plus la vitesse est importante, et plus, je veux dire, il risque, s'il n'y a pas d'obstacle, je veux dire, qui va le stopper coup net comme un arbre, ou voilà, un bloc de béton, un bloc de béton armé, par exemple, ben voilà, la voiture, si elle n'est pas stoppée coup net, ben, elle risque voilà, d'avoir malgré tout toujours de l'énergie jusqu'à voilà, voilà, perdre toute son énergie à un certain moment. Donc elle risque de faire peut-être 30, 40, voire il y a des accidents où bon, tellement la voiture va vite, on la retrouve voilà, à 50 mètres du point d'impact. Tout dépend de la vitesse avec laquelle la voiture roulait. On peut même la retrouver même beaucoup plus loin, plus d'une centaine de mètres. Voilà. Et donc c'est comme ça qu'on pourrait mesurer les vitesses en fonction du choc et où la voiture se trouvait. Hein, il suffisait de mesurer où la voiture se trouvait. Et le choc, là, on peut se poser des petites questions. Voilà. Donc tout ça pour vous dire qu'ici, c'est une impulsion de force. C'est pas une force qui va durer 4 ans. Hein. Entre T1 et T2, c'est une impulsion de force. Donc voilà, c'est une force qui va être donnée en un à-coup. Un à-coup comme ceci. Bon, bah, et là, on va mesurer T1 T2 dans un intervalle très petit. Et sur cet intervalle très, très petit, mais on peut déterminer, voilà, l'impulsion de force est déterminée par justement la quantité la différence de quantité de mouvement. La différence de quantité de mouvement. Autant T1 et autant T2. Bon, mais on va partir de cette équation-là pour établir la quantité. Vous voyez qu'il y a une relation entre P, voilà, delta P, je dirais plutôt delta P, et les forces. Hein. Entre delta P et les forces, qu'est-ce qui sépare delta P? Ben, c'est une variation de temps. Voilà, c'est un delta T. C'est un dt, je m'excuse, c'est un dt qui sépare voilà, le delta P voilà, de la force. Alors, justement, on va mettre ça en œuvre. Déjà, ici, on peut ressentir qu'il y a une loi conservative, hein, je vous le dis tout de suite. Hein. On ressent, hein. Ouais, voilà, j'ai une variation delta avec une intégrale de f de t dt. On ressent comment est-ce qu'on appelle ça, la conservation, hein, on le ressent. Parce que ça, bon, là, on a un point initial, un point final, voilà, avec une intégrale et une différentielle, bon, on ressent ça. Donc, qu'est-ce qu'on va dire? On va dire que m v2 moins v1. Donc, mv2, c'est p2. Ou alors, je vais écrire, non, je vais écrire plutôt v2 moins v1. C'est la masse fois la différentielle de V. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire encore? On va transformer, pour commencer voilà, nos relations, il faut transformer tout ceci. Alors, je vous rappelle que c'est des vecteurs. Hein. Bon, vous aurez compris que je suis obligé de mettre des vecteurs ici. Hein. C'est une différentielle vectorielle. Et là, c'est une intégrale vectorielle. Donc, mdv, c'est la masse est constante, c'est dmv. Et mv, c'est p. Donc, c'est la différentielle de p. Bon, l'impulsion de force, c'est la différentielle de p. Enfin, l'intégrale, oui, l'intégrale voilà, de T1 à T2 de f de t dt, voilà, de l'impulsion de force, bon, ça mesure la variation de quantité de mouvement. Bon, maintenant, si je f de t alors ce qui veut dire que si j'imagine la force constante, si j'imagine la force constante, je peux sortir du signe, ceci,
je peux sortir ici. Voilà. Et là, on a, bon, dt, l'intégrale de dt, c'est, voilà, t2 moins t1. t2 moins t1. Oui, ici, il y a une petite erreur. Hein. J'ai fait une petite erreur. Pourquoi? Je vous ai expliqué pourquoi. Parce que ici, parce qu'il faudrait que j'enlève le signe intégral. Hein, mais je ne peux pas l'enlever comme je veux. En fait, ici, c'est pas dv. Ce n'est pas dv, mais c'est delta v. C'est delta v. Là, on est d'accord. Parce que, voilà, là, on a delta v. Ce qui veut dire que là, on a une petite erreur aussi. C'est delta. J'ai du mal à écrire. Delta mv. Donc, c'est delta p. Ceci, c'est delta p. C'est delta p. Voilà. Alors, si je fais l'intégrale de T2 à T1, là, on a T2 moins T1. T2 moins T1 qui correspond à delta T. Voilà, ça correspond à delta T, ça. Ça correspond à delta T. Voilà. Alors maintenant, je vais diviser par delta T. Voilà. Et on a F égale delta P sur delta T. Bon, mais à la limite, si je fais la limite de ceci, la limite quand delta T tend vers 0, à ce moment-là, ça devient dp sur dt. Voilà. Ça, c'est quand on tend vers... le temps devient très petit. Quand le temps devient très petit, tend vers 0, ben on a dp sur dt. Voilà, donc je vais partir à partir de ça pour parler de la conservation de la quantité de mouvement. C'est une astuce, hein. C'est une astuce qui va aider pour voir au niveau microscopique qu'est-ce qui va se passer. Vous allez voir, je prends un système. Je prends un système de points matériels. Et on va faire appliquer ceci. Voilà, on va appliquer ceci pour justement, c'est mon point d'introduction, mon point de départ pour démontrer le principe de conservation de la quantité de mouvement. Voilà, on va essayer de démontrer ça. Alors, pour ça, il faut créer son système, hein, son système de points matériels. On va discuter sur un système de points matériels. Bon, et je vais mettre un système. Voilà, mais il faut que je puisse. Le problème, c'est que je dois mettre mes équations. Je vais avoir mon système d'un côté et mes équations de l'autre. Il faut que je trouve de l'emplacement. Enfin, je ne sais pas si j'ai de la place. Enfin, on verra. On verra bien. En tout cas, je vais prendre un système constitué d'un point matériel 1. Je vais prendre un deuxième point matériel 2.
je vais prendre un troisième point matériel, 3. Et je vais prendre un quatrième point matériel, 4. Voilà. Alors, on a, là c'est le système, hein. Ça c'est mon système, constitué de n points matériels, hein. Il n'y en a pas que 4, hein. J'en ai n, mais il faut bien que je fasse la mathématique, la conjecture avec à partir de 4 pour en avoir n. Si c'est valable pour 4, ce sera valable pour 5. Voilà, si c'est valable pour 5, c'est valable pour 6. Si c'est valable pour 6, c'est valable pour... Voilà, et ça sera valable pour n. On peut faire une démonstration par, comment on appelle ça, récurrence. Par récurrence. Voilà, bon. Alors pour ça, on va y aller. Quelles sont les forces intérieures au système? Ce sont les forces d'interaction qui vont interagir entre les particules entre elles. Ici, dans ce cas-ci, ce sont les points matériels. Les points matériels vont interagir. Par exemple, P1 va interagir avec P1 avec PM1, point matériel 1 va interagir avec point matériel 2. Point matériel 1 va interagir avec point matériel 4. Voilà. Alors, le point matériel 3 va interagir avec le point matériel 2. Et il va interagir avec le point matériel 4. Et bon, et le point matériel 2 va interagir, le 2 va interagir avec le 4. Bon, là, ils interagissent tous entre eux. Ils interagissent tous entre eux. Hein. Voilà. P1, PM1 interagit avec PM3, PM1 interagit avec PM2, PM1 interagit avec PM4, PM3 interagit avec PM1, PM2 et PM4, PM4 interagit avec PM3, PM1 et PM2, PM2 interagit avec PM1, PM3 et PM4. Bon, voilà, ça c'est la première des choses. Alors maintenant, je vais mettre les forces d'interaction, parce que bon, c'est ceci, quand je dis ils interagissent, c'est par l'entremise de force. Hein. Voilà, ils vont interagir par l'entremise de force. Donc je vais placer ces forces-là. Alors n'oubliez, ne perdez pas de vue ici que... enfin ici j'ai fait quelque chose qu'il ne fallait pas. Je vais recommencer. Bon, si je veux bien l'enlever ici. Voilà, et celui-là, là. Bon, mais ça c'est quoi? Ça, ce que je vais dessiner maintenant, voilà. Ceci, c'est la force. Bon, je ne vais pas le dessiner avec ça parce que sinon j'en aurai pour 4 heures. Cette force-là, par contre, je vais augmenter en taille. Voilà. Ici, j'ai... Ceci, c'est la force d'interaction de PM1 sur PM3. Ceci, c'est la force d'interaction de PM3 sur PM1. Celui-ci, c'est la force d'interaction de PM3 sur PM2. La force d'interaction de PM2 sur PM3. La force d'interaction de PM3 sur PM4. La force d'interaction de PM4 sur PM3. La force d'interaction de PM4 sur PM1. La force d'interaction de PM1 sur PM4. La force d'interaction de PM1 sur PM2. La force d'interaction de PM2 sur PM1. Et bon, la force d'interaction de PM2 sur PM4 et la force d'interaction de PM4 sur PM2. Et ça, c'est toutes les forces intérieures. Ce sont les forces intérieures. Alors à ça, l'interaction des forces intérieures entre elles. Alors bon, maintenant il y a le milieu extérieur qui va interagir aussi. On a le milieu extérieur qui va interagir avec le système. Bon, je rappelle que le système il est là. Il est constitué de points matériels, le système. Bon, ici j'en ai mis n points matériels. Bon, je peux mettre 3 petits points jusqu'à n. Bon, je vais étudier pour 4, puis on verra pour n. Alors, je dois rajouter à cela bon, des forces voilà, d'application du milieu extérieur sur le système. Donc, sur chacun des points matériels, ils ont chacun
voilà l'interaction qui va, je veux dire, qui vont subir, chacun des points matériels vont subir, voilà, une interaction due au milieu extérieur. Donc ça c'est la force extérieure qui est appliquée sur le système, mais exactement sur PM1. Ça c'est la force extérieure qui est appliquée sur le système, mais exactement c'est bon, sur ce que va ressentir PM3 par rapport à l'extérieur. 3, je m'excuse, c'est la force extérieure 3. Celui-ci, c'est la force extérieure Je rappelle, c'est tout celui-ci c'est un vecteur. Hein. C'est tout des vecteurs. Hein. Voilà, c'est tout des vecteurs. Voilà, la force appliquée sur PM4 au travers du milieu extérieur. Voilà. Bon, maintenant, bien, on va écrire nos équations au travers de ceci. C'est ça qui va venir nous aider au niveau corpusculaire. Alors, dP. On va calculer le dP. Au niveau, enfin, corpusculaire, au niveau des points matériels, c'est ça que je veux dire. Hein. C'est ça qui va venir nous aider. Alors, dP est égal aux forces. Hein. C'est égal aux forces. Ben, on va faire ça. Hein. Ben, on va faire que vaut dP1, ben, c'est égal aux forces. Je vais l'effacer ici. Alors, pour aller plus vite, je vais faire une copie. Le tout, c'est qu'il faut que j'ai de la place à passer, c'est surtout ça. Bon, il m'en manque un. Bon, il y a moyen de le caser quelque part quand même. Bon, je vais essayer de remonter. Je vais l'écrire en plus petit. Voilà, je vais l'écrire en plus petit, parce que c'est vrai que je n'aurai pas de place. Je vais faire dP. Voilà, sur dt. Alors avec ça, je pourrais m'en sortir. Ça, c'est trop grand. Voilà, et bien sûr, cette écriture-là va s'écrire M4. Pourquoi? Parce que on a dP1, dP2, dP3, dP4. C'est la quantité de mouvement, bien sûr, pour chacun des points matériels. Hein. Comme il y a n points matériels, il y aura dPn. dPn. Voilà. Alors, à ça, je viens de vous dire que le dP
sur dt est égal au vecteur force. Mais ici, il n'y a pas qu'une force, il y a plusieurs forces. Hein, si je prends PM1, il y a la force d'action de PM1 sur PM2, la force de PM1 sur PM3, la force de PM1 sur PM4, plus la force extérieure agissant sur les systèmes, et en l'occurrence ici sur PM1. Voilà. Alors, je pourrais faire la même chose pour les autres. Voilà. À ce moment-là, il faudrait modifier certaines choses. Bien sûr, c'est la force. Je vais effacer ceci. Donc on aura la force de PM2 sur PM1, la force de PM2 sur PM3 et la force de PM2 sur PM4 et la force extérieure agissant sur PM2. Le point matériel, bien sûr. PM, c'est le point matériel. Bon, alors on va recommencer de nouveau à écrire les équations. C'est ce que je fais. Je vais le faire tout de suite. Voilà, et profitons-en pour en mettre un pour le dernier. Voilà. Alors, on va regarder, on va changer les indices ici. On va changer les indices. Donc on aura la force de 3, la force, je vais vous indiquer c'est laquelle, la force de 3 sur, la force de 3 sur 1, la force de PM3, c'est celle-ci. Le PM3 sur PM1, c'est celle-là. La force de PM3 sur PM2, c'est celle-là. La force de PM3 sur PM4, c'est celle-là. Et la force extérieure, si je me suis trompé, c'est 3. C'est la force extérieure 3. Et ça, c'est la force appliquée par le milieu extérieur sur PM3, par l'entremise de l'extérieur. Voilà. Alors maintenant, on va refaire le dernier. Et bien sûr, la force extérieure, elle est là. Là, on a fait, bon, PM1 a été fait. On a, ça, c'est la quantité de mouvement, c'est la somme des forces. Hein. En ayant la somme des forces, de toute la somme de forces de PM1, on a la quantité de mouvement. Enfin, on a le dp sur dt. Voilà, on a le dp sur dt. dp sur dt, c'est la variation de quantité de mouvement par unité de temps. La variation de quantité de mouvement par rapport au temps est égale voilà, aux forces en présence. Voilà, on va dire ça comme ça. Alors maintenant, bien sûr, il faut que je fasse le dernier. Ouais, faut pas oublier qu'on n'a pas que la quantité de mouvement ici, on est divisé par dt. Hein. C'est la quantité de mouvement par unité de temps, qui est égale à la somme des forces. Alors, on va appliquer ceci pour le dernier. On a, pour le système 4, on va s'appliquer sur le 1, le 4 sur le 2, le 4 sur le 3, et le 4
Et là, on a la force extérieure 4. Bon, ici, je vais quand même contrôler. J'ai la force 1 sur 2. 1 sur 2, c'est celui-là. 1 sur 3, c'est celui-là. 1 sur 4, c'est celui-là, c'est juste. La force extérieure 1, elle est là. Donc ça, c'est bon. Bon, le 2, le 3, je l'ai corrigé. Enfin, je l'ai fait, voilà. 3 sur 1. Enfin, pour le 2, je l'avais fait. Hein. 3 sur 1, 3 sur 2, 3 sur 4. 3 sur 1, 3 sur 2, 3 sur 1, 3 sur 2 et 3 sur 4. Voilà. Ensuite, on a 4 sur 1, 4 sur 2 et 4 sur 3, et effet extérieur 4. 4 sur 1, 4 sur 2, 4 sur 3, effet extérieur 4. Voilà. Bon, maintenant, on va regarder, bien sûr, en sachant que l'écriture là, elle est combien de fois? N fois. Hein. Non, N fois cette écriture là. Parce que bon, j'ai considéré qu'il y avait N points matériels. Donc l'écriture doit être écrite N fois. Ben, donc on va s'atteler à ça. Mais alors on va se dire que voilà, on va faire la somme, voilà, on va faire le bilan des variations de quantité de mouvement par unité de temps. En fait, c'est une vitesse d'impulsion, hein. Parce que une variation de temps, c'est toujours une vitesse. C'est une vitesse. C'est une vitesse de variation d'impulsion. Voilà, elle dépend de la somme des forces. Alors maintenant, ce que je vais faire, je vais faire la somme de tout ça. Je vais regarder la somme de toutes ces, pour globaliser, voilà, pour avoir ce qu'on appelle, comment on appelle ça, un effet global des effets de chaque point matériel. Chaque point matériel apporte sa contribution, mais à un effet global. Donc je vais assommer tous ces effets de variation de quantité de mouvement en fonction du temps, c'est-à-dire les vitesses. Je vais sommer toutes ces vitesses de variation de quantité de mouvement, et donc fatalement je vais sommer toutes ces forces. Alors, je vous ferai remarquer que en faisant la somme, j'aurai tout d'abord je vais faire la somme des dp sur dt. Je vais faire toutes les sommes. Alors, je vais démarrer je vais débuter pour i égale 1. 1 c'est celui-là. Puis 1 jusque n, parce qu'il y a n forces. Donc en fait, il y a n écritures comme celle-ci. N écritures comme celle-ci. Bon. Alors, sachant cela, on va évaluer toutes. Comme on a que des forces dans les membres de droite, on va faire la somme de toutes ces forces. Voilà, on va faire la somme de toutes ces forces. Bon, faisons-le déjà à l'instant, mais on voit bien qu'il y a des interactions qui vont s'annuler. Hein. Voilà, on a les forces. L'action est égale à la réaction. Eh bien, par exemple, si je prends cette force-là et celle-là s'annulent. C'est-à-dire celle-là et celle-là, elles vont s'annuler. Ben, ça, c'est F1,2, F1,2 et F2,1. Ça s'annule, ça fait 0. Ensuite, j'aurai F1, 3, F3 et F3,1. Oui, ça c'est plutôt F1. Je sais pas pourquoi j'ai effacé celui-ci. Ça c'est F1, F1,3 et F3,1. Voilà, ce que je viens de faire maintenant, je me suis trompé. C'était plutôt F1,2 qui est là, qui est égal à celui-ci en norme. Mais ils sont opposés, donc leur somme vous fait 0. F1,2, F2,1, c'est celui-là. Voilà. Maintenant, je vais effacer celui-ci, F1,3 et F3,1. Ouais. F1,3 et F3,1, ça fait 0. Bon, je vais continuer. Je vais effacer F1,4. F1,4, c'est celui-là. Et F4,1.
ben, ça fait 0. L'interaction, l'action égale la réaction. Hein. C'est la loi de l'action et de la réaction. F1,4 et F4,1, ça fait 0. Voilà. Alors faisons F2,3 et F3,2, ça fera 0. Si on continue comme ça, vous avez compris que F2,3 et F3,2, ça fera 0. F2,4 et F4,2, ça fera 0. F3,4 et F4,3, ça fera 0. Voilà, ce qui veut dire que, quelque part, toutes les forces vont s'annuler parce qu'ils ont chaque force que vous allez prendre à son, voilà, à son contraire, à son opposé. Chaque force que vous allez prendre dans le système, si je prends la force par exemple 10, ben, 10 aura, pour chacune de ces forces, il aura son opposé. Donc toutes ces forces-là vont tomber. Et il ne restera que plus que les forces extérieures. Il ne restera plus que les forces extérieures. Donc ça veut dire que dans le système, les forces intérieures s'annulent. Ah, ça on savait déjà, mais bon, voilà, comme ça c'est dit. Vous le saviez, hein, peut-être au départ, mais voilà. Donc ce qui veut dire que tout ça vaut 0. Et reste ceci. Il reste ceci. Donc, ce qui veut dire que si je vais écrire ceci, sous forme de formule sommatoire, mais qu'est-ce qui reste? Mais il ne reste plus que les forces extérieures, l'application des forces extérieures. Voilà, donc c'est égal à F extérieur 1 plus F extérieur 2 plus F extérieur 3 plus F extérieur 4 plus F extérieur 5 plus 3 petits points F extérieur N. Bon, et ça, toutes ces forces-là, que bon, voilà, je peux les additionner et écrire que on a la somme pour I égale à 1. Ouais, ici j'ai oublié mon 1. On commence en 1. Hein. Première force, qui est point matériel numéro 1, jusque N de dP. Bon. J'ai du mal à écrire. Hein. Bon, je vais faire un petit peu de place, parce qu'en plus de ça, il n'y a pas beaucoup de place pour écrire, et c'est ça qui fait aussi en sorte que je contracte tellement que j'écris mal, parce que je n'ai plus de place pour écrire. Alors on va remettre en noir. Voilà. Donc en fait, toutes les forces intérieures s'annulent. Hein. Donc ça ne dépend que des forces extérieures. Bon, et alors, la somme des forces extérieures, c'est la force extérieure totale. Hein. Voilà, c'est la force extérieure totale. Alors, je ne sais pas si vous avez perdu de vue, bon, la vidéo, elle devait en arriver, ben, c'était à la conservation
de l'énergie, donc je m'excuse, de la quantité de mouvement. On n'y est pas court, hein. Bon, mais déjà on a une équation importante. Et on va faire avec ça. Voilà. Donc ce qui veut dire déjà, quelque part, on a éliminé bon, les points matériels, s'il s'agissait par exemple de force intermoléculaire, enfin comment on appelle ça, de points matériels, très petits, tels que par exemple si je considérais les points matériels qui seraient des molécules, eh bien les forces intermoléculaires, je veux dire, ne seraient pas prises en compte parce qu'elles s'annulent. Tant mieux, et tant mieux, on dira. Parce qu'elles sont tellement nombreuses qu'on ne sait pas les comptabiliser. On ne sait pas les comptabiliser, donc on a face à un inconnu qui est le nombre de molécules. Voilà. Et donc au niveau microscopique, bon, j'ai enlevé le point de vue micro pour retomber sur le point de vue macroscopique. Voilà. Donc les forces intermoléculaires qui sont extrêmement nombreuses et par là même fort compliquées, qui agissent entre, si vous voulez, les atomes de l'objet. Alors, maintenant, voilà, on va partir à partir de ça. Bon, ici, il y a quelque chose qui me... Voilà, c'est le i, il doit disparaître, il n'y a plus de i là. Parce qu'il n'y a plus de formule sommatoire, donc il n'y a plus de i. Voilà, c'est déjà une bonne chose. Si on devait considérer les forces intermoléculaires, voilà, on les a déjà au niveau microscopique, elles sont tellement nombreuses que bon, c'est un point de vue quand même difficile à répertorier. Donc, moi, c'est déjà une chose, on ne doit pas s'occuper du niveau au niveau microscopique. Maintenant, vous allez me dire où est le point de vue conservatif ici. Bien, le point de vue conservatif, on va déjà considérer qu'on a un système isolé. On a un système isolé et que aucune force n'interagit. On a un système isolé et que aucune force n'interagit. Donc on met tout simplement somme des forces égale 0. Voilà. Donc ce qui veut dire que la somme des dp sur dt, oui, ici j'ai oublié un i. Voilà, j'ai oublié un i là. La somme des dpi. Il faut faire très attention à ce qu'on écrit parce que sinon on risque de se tromper. Alors la somme des dpi, mais justement, c'est dp total. Hein. dp total. Alors, si le système était, par hypothèse, hein, si le système est isolé, donc il n'y a aucune force qui interagit avec le système, en plus, donc c'est-à-dire que ces points matériels ne sont en aucune façon soumis à des forces extérieures, donc à ce moment-là, comment on appelle ça, la dérivée par rapport au temps de la quantité de mouvement total est nulle. Donc c'est, si vous voulez, ceci vaut 0. S'il n'y a aucune force qui interagit. Ceci. Voilà. Là on a. Donc c'est une hypothèse que l'on fait. Hein. On dit qu'il n'y a pas de force. Et quand il n'y a pas de force, il y aura un principe de conservation. Il y aura un principe de conservation. Bon, ben, le principe de conservation, je vais le faire tout de suite. Hein. Donc la somme des dpi, c'est le dp total. Par rapport au temps, par rapport à dt, c'est égal à 0. Voilà. Ça veut dire que P total égale constante.
P total égale constante. Voilà, c'est le principe de conservation. La quantité de mouvement total est constante, est conservée. Voilà. Alors maintenant, je prends un cas vraiment particulier, parce que ici, il y a n points matériels. Il y en a n, voilà. Je prends un système, bon, on va prendre un système de deux solides. Je prends deux solides, voici. Solide 1. Le système, c'est un solide 1 et un solide 2. Il y a deux systèmes. J'ai le solide 1 et le solide 2. Le solide 1, bon, je regroupais tous ces deux sous-systèmes. Hein. On a un solide 1 et un solide 2 qui est le sous-système numéro 1 et le sous-système numéro 2 qui eux forment le système. Hein. Sous-système numéro 1 et sous-système numéro 2 forment le sous-système. Alors le sous-système 1 a une masse et une vitesse V1. Le sous-système numéro 2, donc le solide numéro 2, a une masse M2 et une vitesse V2. Alors qu'est-ce que je vais faire? Bien sûr, c'est des corps solides. Eh bien, bien sûr, c'est une masse M1. Ici, une masse M2 pour autant que je sache l'écrire, parce que c'est difficile d'écrire. Voilà. De plus en plus de difficultés d'écrire. Enfin, bref. On a une masse. Voilà, M2. Donc, et là, c'est bien sûr une vitesse V2. Donc, le sous-système qui est un solide S2 a une masse M2 et une vitesse V2. Et un sous-système, voilà, voilà. Mais ça, cette loi-là, elle est valable pour, je veux dire, n points matériels. N points, ben, ça peut être un point, hein, un point suffit. Hein. Voilà, je suis en train de réfléchir si pour un point ça suffit. Parce que normalement, on a n points matériels. J'avais dit tout à l'heure que bon, pour un point, bon, non, pour un point, ça ne marchera pas. Parce qu'il faut minimum 2 points. Voilà. Et donc pour ça, qu'est-ce que je vais faire? Bon, ça c'est pour un système de n points matériels. J'en prends deux. Celui-ci, j'ai le point matériel numéro 1. Le solide, je le retransforme, je l'affecte en point matériel que j'appelle PM1. Et là, je l'appelle en point matériel que j'affecte PM2. Voilà. Donc les deux solides, je les transforme en point matériel. Bon, et à ce moment-là, j'aurai la somme des quantités de mouvement P1 V1 plus M2 V2 égale constante. P, voilà. Bien sûr, si la somme des forces extérieures est nulle. Hein. Voilà, si la somme des forces extérieures est nulle, là on a le principe de conservation pour deux points matériels. Pour deux points matériels. Voilà. Voilà, et je ferai l'exemple, je donnerai un exemple hein, de ça. Je donnerai un exemple, mais en tout cas, tout ce que vous devez savoir, c'est que là, on a bien affaire à une loi conservative. Quand on n'a pas de force, on n'a pas de forces extérieures qui sont appliquées, ben, la quantité de mouvement la quantité de mouvement total est constante. La quantité de mouvement est constante si, bien sûr, si, et je vais mettre même en rouge, les forces
extérieures sont nulles. S'il n'y a pas de force appliquée, si le système est isolé et il n'y a pas de force appliquée à l'extérieur, ben, on peut dire que la quantité de mouvement total du système est constant. Et ici, je l'ai pris avec 2 points matériels. Et c'est valable pour n points matériels autant que vous en voulez. Hein. Voilà. Mais généralement, quand on étudie les quantités de mouvement, on étudie avec 2 corps. Hein. On ne va pas mettre 50 000 corps. Voilà, vous verrez que bon, voilà, généralement, ce qui va ressortir de ça, c'est on met 2 corps. Hein. C'est 2 corps qu'on étudie, et pas un. Et pas, ouais, déjà pas un et pas 36 000. Voilà, en 2 cours, ça suffit pour étudier. Bon, on obtient des petites équations, voilà, hein, assez simple. Attends, voilà, pour en mettre plusieurs, mais faut pas en mettre 50 non plus. Hein, voilà. Vous allez avoir voilà, des longues équations. Voilà, je vous remercie beaucoup.